Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Désolé pour ce retard technique. Bienvenue dans ce journal, dont voici les titres. Les banques pourraient connaître des perturbations dans leur fonctionnement dans les prochains jours. La Fédération syndicale des banques et assurances des Guinées envisage une grève générale et illimitée dans le secteur. La FESABAG veut adapter la convention collective du secteur bancaire qui date de 1993 au contexte actuel. Marcel Guilavo-Guienne, officier de l'armée guinéenne, est en détention préventive à Kindia depuis 2010 sans jugement. Sa famille est déprimée, elle réclame sa libération. Son épouse se bat depuis 10 ans sans succès. Nous avons effectué une visite dans sa famille ce vendredi. La population du district de Fadou, Sabah, érigé récemment en sous-préfecture dans la préfecture de Kouroussa, sont en colère. Elles ont manifesté le week-end dernier contre un arrêté du ministère de l'administration du territoire qui aurait nommé unilatéralement l'équipe de la délégation spéciale qui doit diriger désormais leur commune. C'est tout pour le titre. Bienvenue. La Fédération syndicale autonome des banques et assurances et microfinances de Guinée projette une grève générale et illimitée dans le secteur bancaire et dès ce lundi, toutes les banques seront fermées entre 8h et 12h pour fait d'assemblée générale. La FESABAG, à travers cette menace, veut adapter la convention collective du secteur bancaire qui date de 1993 au contexte actuel. Justin Leno, Abou Koria Kourma. Au bout de 15 jours, nous devons pouvoir trouver Toutes nos excuses pour ce souci technique. Assemblée nationale, les débats d'orientation budgétaire ont démarré ce vendredi. Après la présentation du document par le ministre du Budget, la parole a été distribuée entre les acteurs du secteur privé, la société civile et les députés. La communication concerne les prévisions budgétaires de 2022, 2023 et 2024. Mamoudou Bouler et Diallo et Ibrahim Assori 5 Souma pour plus de précisions. C'est un document qui contient l'ensemble des dépenses, recettes ainsi que des prévisions d'investissement pluriannuelles 2022, 2023 et 2024 qu'a présenté le ministre du Budget devant les députés. Le solde global qui en découle pour les 3 années précédentes représente respectivement moins 1271,67 milliards en 2022, moins 108,76 milliards en 2023 et moins 1410,54 milliards en 2024, soit respectivement 0,72%, moins 0,63% et moins 0,7% du PIB. Le secteur privé et la société civile ont regretté le retard dans la compilation des chiffres et leur absence dans l'exercice. Ansman Kaba dit que l'essentiel des charges fiscales doit cesser de reposer sur le secteur privé. C'est dans notre pays aujourd'hui que nous nous rendons compte que quand une entreprise étrangère vient créer sa société en Guinée, elle devient entreprise guinéenne. Et ce sont ces entreprises qui travaillent en lieu et place des entreprises guinéennes. Dans sa Kroma, au nom de la société civile, a relevé beaucoup de manquements. Il met l'accent sur la corruption. Malheureusement, l'élément le plus fatal qui sape l'élan de développement de la Guinée, qui ne permet pas aux Guinéens de bénéficier des richesses nationales, c'est la corruption. Et cette corruption-là, il n'y a aucun mécanisme de financement approprié de la lutte contre la corruption. Comment vous voulez réduire la corruption et il n'y a pas de mécanisme approprié financier avec les moyens nécessaires pour lutter contre la corruption. Nous n'avons pas vu, on a attendu allocation budgétaire suffisante à tel volet, à tel volet, à tel volet, mais je n'ai pas entendu allocation budgétaire aux structures nationales chargées de lutte contre la corruption. Ça veut dire quoi?
C'est juste, on est encore au stade d'intention ou de déclaration politique. La plénière a été interrompue pour la prière de vendredi au moment des questions-réponses avant d'être reportée pour ce samedi sous la demande du pôle financier de l'État. Rebondissement dans le dossier des présumés fossoyeurs de la fonction publique. Le président du collectif des 2000 fonctionnaires dont les matricules ont été manipulés reste droit dans ses bottes. Jean-Pierre Koligo-Epogui a fait de nouveaux déballages ce vendredi dans les Grandes Gueules. À ce jour, 51 personnes seraient interpellées et entendues sous procès verbal qui a été introduit chez le juge d'instruction. Quant aux absents, des mandats d'arrêt ont été émis par la présidente du tribunal de Kaloum et quelques-uns sont déjà arrêtés. Jean-Pierre Colli est au micro d'Antoinette Dédé Onivodi et d'Aboulaye Camara. Nous comptons mener ce combat noble jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'aboutissement final et jusqu'au moment où la vérité va se manifester. Je demanderai humblement au président de la République, le professeur Alpha Condé, de bien vouloir prendre à deux mains ce dossier parce que l'administration aujourd'hui est gangrénée et par ses cadres véreux. Ils ont tout mis dans l'eau. Et je demanderai aussi au président de demander au ministre de la Justice afin que l'argent judiciaire de l'État puisse s'impliquer dans ce dossier-là pour la défense de l'État. Parce qu'il y a trop de gabegie. Trop même. Les agents de la police routière sont désormais contrôlés dans leurs tâches sur les différents axes routiers à Conakry. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé ce vendredi à la remise d'engins roulants aux superviseurs de zone de la police routière. Ces engins vont faciliter la mobilité des agents désignés à cet effet pour contrôler leurs collègues. La cérémonie de remise a eu lieu dans l'enceinte du ministère de la Sécurité. André Mossier-Milimono et Alucène Camara y étaient. C'est une démarche qui vise à mettre fin aux pratiques malsaines des agents de la police routière dans la circulation. Désormais, leurs faits et gestes à leurs différents postes sur le terrain seront contrôlés par ces agents qui reçoivent des engins roulants à cet effet. Ces éléments DIJ vont contrôler par commune le comportement indélicat de tout agent de la sécurité routière dans le cadre d'anarques des citoyens, dans le cadre de bénévolat de certains fonctionnaires de police qui viennent se mettre dans les carrefours pour créer des embouteillages ou retirer les pièces d'agence sans infraction ou à des moments vraiment de flux où le contrôle n'est pas commandé. Selon le directeur de la police nationale, les innombrables embouteillages dans la circulation sont aussi dus à l'absence de policiers à ces lieux. L'initiative vise également à mettre fin aux absences d'agents de police au Grand Carrefour. Le ralentissement dans la circulation, on ne peut rien parce que la route est en chantier. Il y a par endroits des routes qui sont barrées. Mais c'est l'absence des policiers dans les grands carrefours et au moment du flux qui fait mal. C'est pour cela maintenant, à partir de l'instant, par carrefour, les planifications vont être remontées à la direction générale et les policiers vont être planifiés par quart du matin jusqu'à 15h, de 15h à 18h, de 18h à 22h. Le ministre de la Sécurité a pour sa part rappelé le rôle de la police nationale qui est celle de veiller sur les populations et leurs biens. Il a invité ses contrôleurs généraux à plus d'engagement dans leur mission. Je voudrais ici vous féliciter d'avoir été choisi à ce poste et vous engager à écouter pleinement les instructions qui vont vous être données. C'est une innovation. Elle n'aura la valeur que vous voudrez bien lui donner. Si on continue, c'est parce que vous aurez réussi votre mission. Et donc nous souhaitons vraiment que cette nouvelle mission qui vient renforcer le contrôle que nous avons sur les agents, renforcer la qualité de la gouvernance des différents secteurs, va réussir sous la supervision de l'inspecteur général. Albert Damantan Camara a saisi l'occasion pour décerner un satisfecit à titre posthume à l'adjudant-chef Aboubakar Traoré, tué par un conducteur à la tannerie pour ses loyaux services rendus à la nation. Je vous l'annonçais dans les titres, cela fait 11 ans, 11 bonnes années que le capitaine Marcel Guilavogui est incarcéré
Sans aucun jugement, à la prison de Kindia, le capitaine Marcel a été arrêté le 31 mars 2010 dans l'affaire Moussa Dadis Camara, dit-on. Sa famille, après moult médiations menées auprès des autorités, ne sait plus à quel sein se vouer. Une de nos équipes de reportage s'est rendue dans la famille Guilavogui pour s'enquérir du niveau de vie des enfants et de son épouse. Suivez. Brigitte, Angéline et Bernadette ont toutes une douleur en commun. Chacune à sa manière essaye de préserver ce qui peut l'être. Cela fait 11 ans maintenant que ces enfants souffrent à cause de l'absence de leur père, emprisonné pour des raisons encore non connues. Capitaine Marcel Guilavogui était le commandant adjoint de la protection rapprochée de Dadis. Il a été arrêté le 31 mars 2010 à 19h à son domicile. On lui a attaché. Qu'est-ce qu'un prisonnier peut faire? Il a fait quoi? On ne sait pas, lui-même il se pose la question parfois. Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à présent, on ne me juge pas, on ne me libère pas. Je ne me sens pas bien du tout parce que mon mari n'est pas à côté. Une femme sans mari n'est pas du tout bon. Je demande à l'autorité, les enfants sont là. Ils sont avec moi. Ils n'ont pas leur papa. Chaque matin, des fois, ils me demandent, maman, on a envie de voir notre papa. Elisabeth Zoumanigui a 38 ans. Elle se débrouille seule pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants, dont 2 au village. Elisabeth et ses enfants racontent comment l'incarcération de leur père et mari a bouleversé leur vie. Ça fait 11 ans. 11 ans n'est pas un jour. Notre papa nous manque beaucoup. Il nous manque vraiment. Des fois, quand je vois les enfants en train de blaguer, chahuter avec leur papa, j'ai la tristesse. Mon cœur rempli d'âme. Je me demande souvent quand est-ce moi aussi je ferai le même. Donc je plaide le professeur Alpha Condé en lui suppliant les mains à terre de libérer mon papa. Grâce à l'intervention du colonel Georges Ducamp Alpha Yaya Diallo, la famille parvient parfois à percevoir le salaire du capitaine. Avec ses 5 enfants, Elisabeth trouve que cela ne suffirait pas. À part son petit commerce, elle fait aussi le service nettoyage pour joindre les 2 bouts. Je demande au professeur Alpha Condé, aux autorités, le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, de nous aider à libérer notre papa. Car dans la famille, il faut qu'il y ait un père de famille. 11 ans, il n'y a pas de père de famille dans la maison. Lansana Soiré est l'ami du capitaine depuis des années. Grâce à lui, la famille parvient parfois à s'en sortir. Ses enfants estiment que la famille est un élément qui permet de se protéger dans l'avenir. L'absence de leur père a provoqué un grand vide dans leur vie. Ils lancent un plaidoyer aux autorités afin de les aider, que leur père recouvre sa liberté. Mohamed Valek Touré nous a signé ce reportage. Les mutilations génitales féminines préoccupent l'État guinéen et ses partenaires. Un document de formation sur les dispositions légales et les décisions de justice rendues en Guinée et dans d'autres pays vient d'être élaboré. C'est une initiative des ministères de la Justice et de l'autonomisation des femmes appuyée par la Banque mondiale. Mamadou Kalisso, Aboulaye Kamara. Le document est destiné aux magistrats, avocats, officiers de la police judiciaire, médecins et acteurs de la société civile. Il leur permettra de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre et les MGF en particulier, une pratique qui gangrène la société. C'est une cause qui me tient à cœur. Et on aurait pu s'arrêter au niveau de la rédaction du manuel et puis donner les copies aux acteurs concernés. Mais je me suis dit, au-delà justement, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de manières sur le terrain, mais malheureusement qui ne sont pas utilisées par les acteurs concernés. Donc au-delà de la rédaction du manuel, il faut passer à son vulgarisation à travers justement des séminaires de formation, non seulement à Conakry ici, mais aussi à l'intérieur du pays. Les mutilations génitales féminines sont combattues en Guinée depuis des années. Mais les résultats sur le terrain sont décevants. Les lois protégeant les enfants sont foulées au sol par les promoteurs de cette pratique et leurs complices. En ce qui concerne la sensibilisation, nous en avons fait à plusieurs reprises avec les partenaires. Je crois qu'il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire l'application rigoureuse des lois et textes qui régissent notre nation, notre société.
Les initiateurs de ces manuels de formation font de l'espoir de voir les magistrats prendre des décisions courageuses en sanctionnant les auteurs de l'excision et leurs complices. Cette formation me permettra de renforcer mes capacités et d'être mieux outillé dans le cadre de la répression efficace des violences basées sur le genre. L'élaboration et la vulgarisation de ces documents sont financés par la Banque mondiale et l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit. Ouverture ce vendredi de la formation des hygiénistes de l'Agence nationale de sécurité sanitaire déployés dans les CTP de la capitale. Pendant 2 mois, ces personnels soignants de la première ligne seront outillés en techniques de gestion des déchets médicaux, mais aussi sensibilisés sur la problématique de la stigmatisation remarquée dans certains centres de traitement épidémiologique du pays. C'est le CTP de Bessia qui a abrité le lancement des activités de l'ONG Médecins sans frontières. Abakar Din Kamara et Ali Badara Kamara, compte rendu. Comment mettre fin à la stigmatisation dans les structures de prise en charge des personnes atteintes de VIH-Sida et de Covid-19? L'ONG Médecins sans frontières semble avoir trouvé la solution. Il compte s'impliquer désormais à travers la sensibilisation et la communication du personnel de première ligne sur la stigmatisation des patients dans les centres de prise en charge. Très tôt ce matin, les agents du centre de traitement épidémiologique de Bessia ont reçu la visite de l'équipe de la structure Médecins sans frontières. Objectif, partager des expériences avec ces agents sur la stigmatisation des personnes atteintes de VIH-Sida et de Covid-19. Cette initiative de Médecins sans frontières est assortie de plusieurs constats. Depuis plusieurs années maintenant, nous constatons de la stigmatisation venant de certaines personnes du corps médical. Ce n'est pas tout le corps médical, mais nous voyons que certaines personnes, par méconnaissance, se livrent à cette situation. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour pouvoir renforcer leur capacité de prise en charge des personnes qui vivent avec ces 2 maladies dans ce centre. Après la série de sensibilisation et de communication ce matin, place à la formation des hygiénistes sur la gestion des déchets médicaux. Pour cette journée, ces participants seront outillés sur la production, le stockage, le tri et l'élimination des déchets. La formation s'étend sur une période de 3 mois. Le but recherché est qu'à la sortie de cette formation, que le personnel, commencé par les hygiénistes, les infirmiers et les médecins, chacun sache comment est-ce qu'il faut trier les déchets de la phase de production jusqu'à la phase d'élimination. Parce que c'est une étape très longue qui est mal assimilée par les soignants. Le directeur du centre salue l'initiative de Médecins sans frontières qui est d'une haute portée dans le cadre d'une prise en charge adaptée aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour une prise en charge efficace. Et je crois que cela va renforcer la capacité de du personnel médical de Bessia qui pourra vraiment accueillir à bras ouverts les patients atteints de VIH-Sida et de Covid qui vont se sentir dans leur milieu afin que la prise en charge soit plus facile. D'autres structures de santé sont aussi programmées par le MSF pour la sensibilisation du personnel de la première ligne sur la stigmatisation, mais aussi le renforcement des capacités sur la gestion des déchets médicaux dans les CTP du pays. La République de Guinée prendra part à la prochaine exposition universelle qui aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Initialement prévue en 2020, elle a été décalée d'1 année pour cause de pandémie de Covid-19. Elle aura lieu du 1er au 31 octobre 2021 avec 192 participants. L'objectif visé par les organisateurs est de célébrer les cultures des pays participants, d'encourager les innovations et de promouvoir la collaboration entre les peuples. Les couleurs de l'événement ont été annoncées ce vendredi à Conakry. Justin Leno, Aliouba. La Guinée participe aux expositions universelles depuis des décennies, mais pour la première fois, elle bénéficiera de son propre pavillon. Pour sa participation, le pays sera dans le district durabilité avec pour sous-thème développement durable et renouvellement urbain axé sur l'eau. La Guinée va pouvoir mettre de l'avant ce qu'elle sait faire de mieux et le pavillon que nous allons avoir va présenter la Guinée dans toute son entièreté.
et nous allons mettre de l'avant notre culture, notre histoire, nos potentialités, nos innovations, mais également refléter nos aspirations pour le développement de la Guinée. L'objectif principal de la participation de la Guinée à cette exposition est tout d'abord d'améliorer la perception du pays, de promouvoir les investissements et les entreprises locales et d'inciter plus de visiteurs à venir en Guinée. Nos attentes, c'était d'expliquer que l'Expo universelle, ce n'est pas une foire. Bien qu'on va faire la promotion du Made in Guinée, ce n'est pas une foire, mais ça va être une possibilité de pouvoir présenter les opportunités qu'offre la Guinée. Et nous allons avoir plusieurs événements phares, dont notamment les semaines du tourisme, semaine de l'agriculture, la semaine de l'hydraulique, où la Guinée va être présente pour présenter en fait ces opportunités. Durant les 6 mois de l'Expo, la Guinée fera la promotion des avantages compétitifs du pays auprès des 25 millions de visiteurs attendus, dont 5 millions d'hommes d'affaires, des représentants d'institutions économiques et commerciales, ainsi que des acteurs du secteur privé de la société civile des 192 pays participants. Je voudrais saluer tous ceux qui m'ont précédé et qui ont vraiment porté le flambeau de la Guinée dans ces événements-là. Mais cette fois-ci, c'est que nous allons pouvoir vraiment présenter la Guinée avec plus de diversité. Pour préparer la participation de la Guinée à Expo 2020, un commissariat général travaille d'arrache-pied. Éducation à présent, les examens nationaux auront lieu ce mois de juillet et au mois d'août. Ces examens vont se dérouler du 22 juillet au 1er août 2021 avec de nouvelles mesures comme la suppression des jours de repos ou encore la diminution du nombre de jours d'évaluation. À Mamou, les candidats ne cachent pas leur inquiétude face à ces nouvelles dispositions, même si certains se disent confiants. Tierno Amadou Bari a sillonné ce vendredi quelques écoles de la ville Carrefour. Suivez son reportage. Ce calendrier réaménagé du déroulement des examens nationaux 2021 est tombé comme un coup près dans les différents établissements scolaires de la ville de Mamou. Cette année, plusieurs changements sont opérés par le département de l'éducation nationale. Nous avons constaté que la pyramide a été renversée. D'habitude, on commençait par l'examen d'entrée en 7e année et on termine par le bac. Mais cette année, nous avons constaté qu'on commence par le bac. Donc on commence par les grands, on termine par les plus petits. Ce n'est pas la seule nouveauté. Les candidats de cette année ne connaîtront pas de repos pendant toute la période d'examen. L'autre remarque, c'est la diminution du nombre de jours qui passe de 5 à 4 journées pour le BEPC et de 4 à 3 pour le baccalauréat. Et à ça, ils ont bien eu, ils ont très bien eu. Ils ont non seulement renversé les emplois du temps, mais aussi ils n'ont pas donné des intervalles de jours de repos. Donc ça va jouer sur nous. Ça va poser problème. Normalement, il était bon de laisser de l'intervalle d'une journée entre deux examens. À côté de ces modifications inattendues, il y a cette autre réalité. Il y a beaucoup de ces matières dont on n'a pas fini le programme. Et ici, ces matières dont on n'a pas fini le programme, j'ai un peu peur. Si je dis que je n'ai pas peur du BPC vis-à-vis de ces matières, j'aurais menti. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette candidate à l'entrée en 7e au complexe scolaire Alima est toute heureuse. Je pensais que c'est nous qui allons commencer, mais j'ai vu le contraire. Mais je suis heureuse parce que là-bas aussi, je vais bien réviser en attendant. Rendez-vous est donc pris pour le 22 juillet prochain pour le démarrage des examens nationaux. Restons dans la Guinée profonde pour dire que la cacophonie autour de la mise en place de la délégation spéciale de Kourou est loin de connaître son épilogue. Les populations de cette nouvelle sous-préfecture relevant de la préfecture de Dalaba rejettent la liste des 7 membres proposés par leur sous-préfet et imposent d'autres personnes. La rédaction de l'espace Mamou a effectué le week-end dernier un déplacement à Kourou. Suivez le compte rendu de Alpha Mamoudou Bari.
Tout est parti de la nomination d'un ancien chef de secteur de Kourou parmi les 7 membres de l'équipe communale par le sous-préfet de la dite localité. La jeunesse, la notabilité ou encore les femmes ne demandent qu'une seule chose, le retrait de Mamadou Touré de la liste. On peut forcer et obtenir le pouvoir, mais c'est quand les gens sont avec nous. Mais dire qu'on va gouverner au prix de sa vie, ce n'est pas possible. Nous restons derrière notre position et on n'est pas prêt à céder. En dépit de l'intervention des autorités administratives de la région, les populations ne décolèrent pas. D'ailleurs, elles imposent une nouvelle liste. Nous, la population de la commune rurale de Kourou, nous vous prions de bien vouloir accepter la liste de la délégation spéciale par la population des 4 districts de la sous-préfecture. C'est la majorité de la population qui ont choisi ces gens-là. Si ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la liste, donc ils ne veulent pas que la paix et la quiétude et l'harmonie soient continuelles à Kourou. La position des femmes de Kourou est claire. Elles sont d'accord à tout, sauf accepter Mamadou Touré dans la future équipe communale. Si quelqu'un te déteste, pour quelle raison tu vas l'aimer? Mamadou Touré ne nous aime pas, nous ne l'aimons pas non plus. Malgré les multiples rencontres entre les autorités et la population locale, aucune solution n'a été trouvée. Chaque parti campe sur sa position. Dans le même registre, la population du district de Fadou Saba, érigée récemment en sous-préfecture dans la préfecture de Kouroussa, sont en colère. Elles ont manifesté le week-end dernier contre un arrêté du ministère de l'administration du territoire qui a nommé unilatéralement l'équipe de la délégation spéciale et qui doit diriger désormais leur commune. Alpha Omar Koïta. Les habitants de la nouvelle sous-préfecture de Fadou Saba dans la préfecture de Kouroussa ont battu le pavé le vendredi dernier contre un arrêté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui nomme les membres de la délégation spéciale de leur commune. Le choix du département ne répondrait pas à leurs aspirations. Effectivement, il y a eu la manifestation à Fadou Saba suite à l'annonce de l'arrêté du ministère de l'administration en nommant 7 personnes qui composent la délégation spéciale. Au cours de la manifestation, il y a eu des jeux de pierre, il y a eu également des pneus brûlés, mais Dieu merci, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines ni de blessés. Les 7 membres de la délégation spéciale nommés dans cet arrêté seraient tous des illettrés, d'où la colère de la population. La population reprochait tout simplement parce que cette composition de la nouvelle délégation, parmi les 7 membres, aucune d'entre elles ne sait ni lire ni écrire. Et d'ailleurs, le choix de la population n'a pas été pris en compte. Et la population a exigé à ce qu'un intellectuel soit à la tête de cette délégation. À date, la situation elle est calme, mais au-delà, nous lançons un appel solennel au président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, et au ministre de l'administration, le général Bourama Kandé, de prendre en compte le cri de cœur de la vaillante population de Fadou Saba. Joint au téléphone, le président de la délégation spéciale qui fait l'objet de contestation apporte sa version des faits. C'est un petit clan qui conteste notre nomination et non la population, sous prétexte qu'on n'est pas instruit. Pourtant, Dieu dit qu'il confie son pouvoir à celui qu'il veut et non à celui qui est instruit. En tout cas, moi j'étends une main franche de collaboration à tout le monde pour qu'on puisse réussir notre mission. Pour le secrétaire général de la section RPG Arc-en-Ciel de Fadou Saba, être instruit ou pas n'est pas ce qui est important. Mais le plus important selon lui, c'est d'assumer pleinement la responsabilité qui leur est attribuée, ce à la satisfaction de la population.
Opération chirurgicale couronnée de succès pour Dame Sori Binta Diallo, une veuve de la préfecture de Nzérékoré qui portait un goitre depuis plus de 20 ans. Grâce à un élan de solidarité de l'ONG humanitaire Espoir de vie, elle a retrouvé enfin une vie normale après son opération dans une clinique privée de Nzérékoré. Moïse Bitien-Lama signe ce public reportage. Le mois dernier, Sori Binta Diallo recevait son certificat de prise en charge. Admise dans une clinique privée, la voilà ressortie avec satisfaction. Son intervention chirurgicale s'est déroulée sans aucune complication. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai déjà préparé les bagages. On peut rentrer. C'est bien. À ses côtés, sa fille, mais aussi des responsables de l'ONG Espoir de vie. Binta sort de cet hôpital après être débarrassée de la gorge, une hypertrophie de 3 kg. Elle est conduite au siège de l'ONG Espoir de vie, où elle est reçue par sa famille et collaboratrice. Nous les veuves, vraiment, nous ne pouvons que dire merci, parce que c'est quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'on pouvait penser irréaliste. Quand on est content, on ne peut pas dire attachez-moi, sinon nous on l'aurait dit. Mais Dieu merci, nous allons manifester notre joie, comme on le dit à l'interne. Les larmes et le sourire de retrouver une vie normale, la joie de Binta est sans appel. Ces sentiments, c'est des sentiments de satisfaction. Et elle remercie le Tout-Puissant Allah qui, à travers monsieur le fondateur, elle a pu être aujourd'hui sauvée. Voici celui qui a tout pris en charge, Joël Crasso, un chrétien de nationalité ivoirienne et fondateur de l'ONG Espoir de vie. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève, je n'ai rien contre elle. Dieu m'a mis à cœur de la sauver, qu'elle accepte, qu'on la débarrasse de ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais ça n'a pas été facile parce que les gens venaient vers elle. Elle, c'est difficilement. Bon, aujourd'hui, c'est fait. Je suis orphelin de père et de mère, comme j'ai dit. Si Dieu me bénissait un jour, j'allais aider les démunis. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a béni, donc c'est mon combat. Voir les gens sourire, tout ça. Donc, je suis un homme hyper à faire. Dieu m'a puissamment béni. Je partage le peu qu'il m'a donné aux gens qui en ont besoin. Cela fait plusieurs mois qu'il accompagne l'association des veuves de Nzérékoré et une assistance aux orphelins à travers son ONG. Lundi, Sori Binta a été raccompagné dans sa famille et a bénéficié d'un geste financier et en denrées alimentaires. Des actions salutaires. C'est tout pour ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne nuit chez vous. Au revoir.